c'est parti, petit feu de cheminée, petit café dans une tasse Rhodes, on est nickel. Alors déjà, bienvenue à tous, je m'appelle Étienne, je suis le CEO et fondateur de Rhodes. Rhodes, c'est une agence de publicité spécialisée dans l'e-commerce que j'ai créée il y a bientôt 3 ans. En 3 ans, on s'est développé assez vite puisqu'on est passé de 0 à 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, de 0 à 40 salariés et on a accompagné un peu plus de 200 marques à date. Depuis nos débuts, j'ai échangé avec des dizaines de fondateurs d'agences, j'ai analysé plein d'entreprises et j'ai identifié des patterns chez les personnes qui arrivent à monter leur agence à 1 million d'euros plus ou moins rapidement. De notre côté, on l'a fait en un peu plus d'1 an, mais je pense que si on avait eu les bons conseils, on aurait pu être encore plus rapide que ça et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo pour t'aider en tant que fondateur d'agence. Je vais pas te partager de méthode miracle ni de recettes magiques, mais juste du partage de bon sens issu de ma propre expérience. Il y aura des conseils très stratégiques et des conseils purement opérationnels et l'objectif c'est de partager des grands principes que tu peux appliquer à ton agence et même plus largement au business en général. Si tu me découvres, sur cette chaîne, je partage tout un tas de contenus autour du e-commerce, de la publicité, de l'entrepreneuriat. Alors si le contenu te plaît, je t'invite à mettre un petit abonnement. Et on est parti pour les 10 conseils du jour. Let's go. Premier conseil, choisis une niche. Ce que j'observe, c'est qu'il y a une erreur que font beaucoup de fondateurs d'agences et de business de manière générale, c'est de se disperser dès le début. En fait, souvent, on a peur de choisir un seul service et de dire non au reste, au risque de se priver d'opportunités business, et du coup on se retrouve souvent à proposer plein de choses en même temps. Mais le problème c'est qu'il y a tellement de prestataires sur le marché que pour se différencier c'est extrêmement difficile. Imagine que tu as un appartement, tu es propriétaire et tu as une galère avec un de tes locataires. Tu rentres dans un litige juridique et tu as besoin d'un conseil. Est-ce que tu vas plutôt aller voir un avocat spécialisé en droit de l'immobilier ou tu vas aller voir un cabinet d'avocats généraliste? Et bien dans le marketing c'est exactement la même chose, les marques sont en quête d'experts. Donc mon conseil c'est d'identifier ce dans quoi tu es bon et là où il y a une demande et de te positionner sur ce créneau. Moi par exemple quand j'ai lancé mon agence, je savais que j'étais pas trop mauvais sur Meta et je savais aussi que le marché était sous-adressé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'agences qui faisaient du Meta proprement. Après évidemment il faut quand même se poser la question de la taille de son marché. Par exemple il y a des gens qui me demandent des fois s'ils doivent aller vraiment à un niveau ultra niche, comme par exemple expert outbound B2B, lead gen pour promoteur immobilier dans le sud du Val d'Oise. Alors moi je pense pas que tu aies besoin d'aller jusque là, mais par contre je trouve ça intéressant de choisir un critère discriminant qui permet à tes clients cibles de se reconnaître. Ça peut être le business model par exemple, nous c'est ce qu'on a fait en choisissant les e-commerçants. Et par exemple si tu as une spécialisation dans l'assurance, la finance, ou la tech, eh bien tu peux viser un peu plus large en te spécialisant dans le lead gen qui est aussi le type de business model. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de trouver ton canal d'acquisition. Pour passer de 0 à 1 million, tu n'as pas besoin de beaucoup de canaux d'acquisition. En fait, il t'en faut un dans lequel tu es bon, que tu maîtrises à la perfection, et il faut juste que tu le bombardes jusqu'à ce que tu l'épuises. Je vois souvent des fondateurs d'agences qui dès le début cherchent à diversifier. En fait la réalité c'est que ça sert pas à grand chose, ça démultiplie juste tes forces et donc tu réduis les chances de réussir. Si tu sais pas dans quoi tu es bon, moi ce que je te conseille c'est de tester et de voir ce dans quoi tu sors du lot assez naturellement. Pour certains ce sera l'outbound, de passer des appels téléphoniques ou d'envoyer des mails, pour d'autres ce sera l'inbound, par exemple en créant du contenu vidéo ou sur LinkedIn. Il y a quelque chose qu'on sous-estime énormément, mais en fait faire de l'acquisition c'est dur et donc il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Par exemple moi j'ai toujours aimé écrire, donc quand j'ai choisi LinkedIn comme canal d'acquisition, je voyais pas ça comme une tâche, je voyais ça comme quelque chose qui me faisait kiffer. Et aussi quelque chose que j'observe, et ça n'engage que moi, c'est qu'il y a beaucoup de fondateurs qui délèguent très tôt leur canal d'acquisition principaux. Et moi ce que je pense c'est que quand tu es CEO de ta boîte et fondateur, en fait c'est ton business et personne ne vendra jamais aussi bien ton business que toi. Donc même si ça te prend du temps, je pense qu'en tant que CEO, tant que tu n'as pas fait au moins 1 million d'euros, il faut que ce soit toi qui continue à être le premier vendeur de ta boîte. Et ça t'apportera énormément de choses. Ça te permettra d'avoir des feedbacks de tes prospects, de tes clients, ce qui te permettra d'améliorer ton offre et ton positionnement. Tu auras une bien meilleure compréhension du marché parce que tu y seras directement connecté et surtout tu mettras en place les fondations, donc les tout premiers process pour les futures équipes commerciales qui reprendront la suite. À titre d'exemple, nous ça fait bientôt 3 ans qu'on existe. LinkedIn c'est encore entre 30 et 40% de nos leads entrants. C'est toujours moi qui écris mes posts à 100%, une fois par jour, toutes les semaines. Troisième conseil, rends ton offre récurrente. Alors ça c'est une erreur que je vois régulièrement, c'est les agences qui se focalisent sur la vente. Et en fait, tu peux être le meilleur vendeur du monde, c'est pas pour autant que tu vas arriver à passer ton agence à 1 million, 2 ou 3, voire 5. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les ventes ne se valent pas. Je m'explique, si tu fais 50 000 euros sur un mois par exemple, en vendant 10 prestations, et que à la fin du mois, quand tes prestations sont délivrées, tu repars à zéro. Ce qui va se passer, c'est que le mois d'après, pour faire au moins autant que le mois précédent, tu vas devoir revendre 10 prestations. Et donc si tu veux faire de la croissance, tu vas devoir en vendre 11, 12, 13, voire 14. Et en fait, ça va te demander énormément d'efforts commerciaux. Tu peux évidemment augmenter tes prix, mais dans tous les cas, tu plafonneras à un moment et c'est mécaniquement non scalable. Et donc il y a une manière très simple de casser ce système de cercle vicieux, c'est d'arriver à vendre ton service de manière récurrente. Ça peut prendre du temps, nous par exemple ça nous a pris 2 ans sur la créa pour trouver une offre que les clients sont prêts à payer tous les mois, mais depuis qu'on a réussi à faire ce shift, eh bien on a scalé très très fort. Donc mon conseil en fonction d'où tu en es dans ton parcours, c'est soit d'essayer d'itérer sur ton offre de sorte à la rendre récurrente, soit si c'est encore suffisamment tôt et que ton business model ne le permet simplement pas, peut-être de poser la question de est-ce que c'est le bon business model pour scaler. Il y a plein d'agences notamment dans tout ce qui touche à la créa, au site web, aux applications qui sont plutôt des agences avec des livrables, c'est plutôt des agences qui fonctionnent par projet. En fait, elles vont avoir aucun mal à faire 1 million, mais par contre, elles vont galérer à faire de la croissance parce que ça va leur demander énormément de ressources et d'efforts sur la partie commerciale. Quatrième conseil, maîtrise tes coûts. S'il y a bien une chose que j'aurais aimé maîtriser au tout départ quand j'ai lancé mon agence, c'est la structure de coûts. En fait, un PNL d'une agence, c'est extrêmement simple. Il y a tout en haut le chiffre d'affaires, duquel on déduit
les coûts directs, donc c'est globalement les salaires de toutes les personnes qui travaillent pour délivrer ton service, ce qui nous donne grosso modo la marge de contribution. Donc en dessous, on enlève les coûts indirects, donc c'est toutes les fonctions support, que ce soit sales, RH, finance, etc., qui permettent indirectement de financer le développement de l'entreprise. Ça nous donne une marge de contribution numéro 2. On vient ensuite retirer ce qu'on appelle les G&A, donc les frais généraux et administratifs, dans lesquels il y a les bureaux, les salaires des fondateurs, les licences, les frais de team building, les formations, etc., donc toutes les autres dépenses. Et quand on a retranché tout ça, eh bien, il nous reste l'EBITDA. Et donc en fait, la vraie donnée clé qu'il faut maîtriser dans tout ça, c'est la marge de contribution numéro 1, donc tout en haut. Il y a d'autres personnes qui l'appellent la marge brute, donc la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts directs. Et c'est ça qui va te permettre de savoir si ton business model tient la route. Ce qui est communément accepté dans le monde des agences, c'est que pour être vraiment bien, il faut viser 70% ou plus de marge de contribution. Et dès qu'on descend en dessous de 60%, ça commence à être critique, parce qu'on peut optimiser les coûts indirects, les G&A, etc. Il y a des charges qui restent incompressibles. Pour calculer ça, c'est extrêmement simple. Si tu as PayFit, par exemple, il suffit de sortir les fiches de paie et de prendre en bas la ligne coût total employeur, donc ça c'est le coût chargé payé par l'employeur, et de rapporter le chiffre d'affaires géré par la personne en question. Et tu vas voir que ça va vite guider toutes tes actions. Parce que tu as le coût chargé d'un salarié, tu sais combien il te rapporte de CA, et donc tu vois si oui ou non, tu es au-dessus ou en dessous de ce seuil des 70%. Si on prend un exemple, imagine que tu as quelqu'un qui te coûte 5 000 € chargé par mois. L'objectif de marge de contribution, c'est 70%. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il gère 16 700 € de chiffre d'affaires par mois. Si par exemple tu vends des prestations à 500 € par mois, ça veut dire que chaque mois il doit gérer 33 clients. Si tu passes ton prix à 1000 €, eh bien, il faut qu'il en gère 16,7. Et si tu passes ton prix à 2000 €, tu divises par 2, etc., etc. Ce qui m'emmène à mon 5e conseil, augmente tes prix dès que tu peux. Alors à moins que tu viennes tout juste de te lancer et que tu veuilles signer tes premiers clients parce que tu n'es pas du tout connu sur le marché, mon conseil c'est peu importe où tu es, essaye d'augmenter tes prix. En fait, le vrai game de l'agence, c'est pas de signer beaucoup de clients, c'est d'arriver à s'extraire de cette couche de petits clients qui payent pas et qui sont ultra chronophages le plus vite possible pour aller vers des clients premium. Et donc pour ça, il y a un indicateur phare qui te permet de voir si oui ou non tu vas dans la bonne direction, c'est le panier moyen. Donc, grosso modo, le prix que te payent en moyenne tous tes clients par mois. Et en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que le panier moyen, c'est un filtre naturel pour absolument tout. Plus tu augmentes tes prix, plus tes clients sont quali. Plus tes clients sont quali, plus ils payent et donc moins tu as besoin de clients pour être rentable. Et moins tu as de clients, et bien plus tes équipes peuvent faire du travail de qualité, ce qui te fait une bonne réputation, qui te permet d'acquérir encore plus de clients qualitatifs, etc., etc. Donc en fait, le panier moyen et tirer les prix vers le haut, c'est un cercle vertueux, mais évidemment, il ne faut pas y aller n'importe comment. Déjà, je pense qu'il faut y aller pas à pas. Tu peux pas tout de suite faire x10 sur tes prix. Il faut aussi que la tarification soit justifiée. Si tu vends un prix premium, il faut que tu aies une prestation délivrée en face qui soit aussi premium, sinon le client va vite se barrer. Et moi, ce que je conseille, c'est de régulièrement tester d'augmenter ses prix un petit peu de 10, 20, 30% et de voir si ça impacte le taux de closing. Et tant que tu arrives à vendre, eh ben, tu peux continuer à augmenter. Sur la créa, par exemple, quand on s'est lancé, personne ne connaissait. Nos premières prestations, on les a facturées 750 € par mois. Et aujourd'hui, nos tarifs démarrent à 5 000 € par mois et ça va parfois jusqu'à plus de 10, 12 ou 15 000 € par mois. 6e conseil, mets en place le prélèvement automatique. S'il y a bien un sujet sur lequel tu veux passer absolument le moins de temps possible en tant que fondateur d'agence, c'est les créances. Et je t'arrête tout de suite, t'as beau avoir confiance et une foi absolue dans l'humain, dans ton prochain, dans les clients, en France c'est un sport national, personne ne paye ses factures à l'heure. Je pense que si on fait une analyse de tous nos clients depuis l'existence de Rhodes, la proportion de clients qui nous ont payé en temps et en heure, sans qu'on les ait relancés, je suis pas certain qu'on dépasse les 20%. Alors je sais, c'est irritant, c'est frustrant, mais la réalité c'est que c'est comme ça. C'est très différent dans d'autres pays. Par exemple, aux US, ils ont une politique où ils payent plutôt upfront, donc avant que la prestation soit délivrée, mais en France, ça marche pas comme ça. Notamment parce que les grands groupes facturent à 45, 60 jours, parfois 90 jours, et donc en fait, ça force tout l'écosystème à vivre à crédit. Bref, il y a deux manières de voir le truc. Soit tu t'énerves et tu passes du temps dessus, mais ce qui est du temps que tu ne passeras pas sur des tâches à forte valeur ajoutée, soit tu mets en place des solutions. Et donc les solutions, il n'y en a pas 10 000. La première, c'est de recruter quelqu'un qui est dédié, que ce soit un assistant ou une assistante administrative, ou un directeur financier si tu peux te le permettre, nous c'est ce qu'on a fait la deuxième année. Et la deuxième option, c'est de mettre en place quelque chose de tout simple qui s'appelle le prélèvement automatique. Alors en France, tout le monde n'accepte pas les mandats de prélèvement automatique, mais si tu communiques bien dessus en avant-vente, que tu dis que c'est le standard et que tous tes clients ont accepté, eh ben, tu peux vite monter à 50-60% de tes factures qui sont payées tous les mois automatiquement. Moi, mon objectif tous les mois, c'est d'avoir à minima le montant des charges mensuelles que je dépense pour faire tourner ma boîte. Comme ça, je suis safe, peu importe ce qui se passe. 7e conseil, sans transition, associe-toi. Alors je vais être très honnête sur ça, il y a une réalité d'entrepreneuriat, c'est que c'est dur. C'est extrêmement dur et c'est encore plus dur quand on est seul. Ce que je dis, c'est que c'est pas impossible d'être solo founder, il y en a plein qui le font, et ça marche parfois. Mais ce que je dis, c'est que quand il y a des moments qui sont difficiles, quand il y a des décisions qu'il faut prendre qui sont difficiles, bah c'est toujours bien d'avoir des personnes avec qui les partager. Et quand il y a des bons moments à célébrer, c'est aussi cool de pouvoir le partager avec des personnes. Mais au-delà de l'aspect soutien psychologique, la vraie force d'un associé, et particulièrement quand toi tu es CEO et fondateur d'une agence, c'est de pouvoir te décharger sur la partie opérationnelle. Moi, ce que je pense, c'est que le CEO, dès qu'il peut, eh bien, il faut qu'il s'entoure de quelqu'un qui peut gérer toute la partie interne pour lui. Les opérations, la delivery, les sujets clients, les process, etc. Et à mon sens, le profil qui est le plus complémentaire dans une agence, c'est le COO.
Donc au début, ton CEO, ça peut être quelqu'un qui gère des comptes, puis qui devient manager, puis gère la business unit qui s'occupe de délivrer les prestations clients. Mais il faut vite se répartir les tâches pour que toi, en tant que CEO, tu te concentres sur le développement de ton agence pendant que quelqu'un se concentre sur faire tourner l'interne. Alors là, pareil, tu as plusieurs options. Soit tu peux recruter un salarié et bien le payer, le problème c'est que ça coûte cher et que du coup tu pourras pas forcément le faire au début. Ou soit, et c'est l'option que je recommande, eh bien tu trouves un associé à qui tu décides de donner des parts. Il y a plusieurs avantages à ça, c'est que déjà, si quelqu'un prend des parts, il acceptera potentiellement de se rémunérer un petit peu moins, et donc tu auras moins de charges et plus d'argent que tu pourras investir, ce qui est très utile quand on est dans les premières années. Et en plus, quand quelqu'un a des parts, il est toujours beaucoup plus skin in the game que quelqu'un qui n'en a pas, parce qu'il est exactement dans le même bateau que toi. Donc il va pas compter ses heures et il va pas se plaindre s'il travaille beaucoup. À titre perso, moi j'ai cédé 30% des parts de Rhodes à mes deux associés, Jordan et Nissen, et je pense honnêtement que c'était la meilleure décision que j'ai pu faire. 8e conseil, délègue ce que tu peux. Alors ça, pareil, si tu es CEO fondateur et que tu as l'impression d'être complètement sous l'eau et de ne pas t'y retrouver, je t'invite à faire un petit bilan et d'analyser sur une semaine ou 2 semaines le temps que tu passes en moyenne sur des tâches à peu de valeur ajoutée. Que ce soit les relances des clients, l'édition des devis, l'envoi des factures, la réponse à des clients, l'administratif, etc. Et en fait, si la part de temps que tu passes à ça, elle est supérieure à 5 ou 10%, et bien pour moi, ça veut dire que tu peux déléguer. Il y a beaucoup de fondateurs qui se retrouvent assez vite pris dans le quotidien et qui ne font pas l'exercice de sortir la tête de l'eau pour prendre de la hauteur et se dire ok, est-ce que je mets mon temps et mon énergie au bon endroit? Et il y a aussi, et ce que je vois beaucoup, c'est des fondateurs qui ont peur de confier des choses à d'autres personnes parce qu'ils ont l'impression que ce sera moins bien fait que si c'est eux qui le faisaient. Eh bien, je comprends, mais je pense que c'est exactement ce type de raisonnement qui risque de te bloquer dans ta croissance, parce que si tu ne délègues pas, eh bien, tu pourras tout simplement pas grandir. Donc évidemment, moi ce que je recommande, c'est de bien briefer les gens, de mettre en place aussi des process de contrôle pour être certain que ce soit fait dans les règles. Mais il y a un moment, tu seras obligé de déléguer si tu veux passer des paliers de croissance. Moi, j'ai arrêté de gérer des comptes la première année, au bout de 8 ou 9 mois à peu près. Et c'est pas pour autant que l'agence a arrêté de grandir, bien au contraire, ça nous a ouvert tout un tas de nouvelles opportunités et ça nous a forcé à nous structurer pour que la qualité de la prestation soit délivrée de la même manière, voire mieux que si c'est moi qui l'avais délivré. Donc si tu te dis non mais je préfère garder un pied dans l'opérationnel pour être connecté, pas perdre le pouls, etc. Je comprends, mais sache que c'est du temps que tu ne passes pas sur le développement de ton agence. 9e conseil, cut the noise. Alors ça, je pense que c'est probablement une des choses les plus difficiles en entrepreneuriat, c'est d'arriver à rester focus. Ce qui se passe quand on est entrepreneur, et particulièrement quand on prend la parole sur les réseaux, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à soi. On est invité à des conférences, on est invité sur des podcasts, potentiellement des gens te contactent pour des projets qui ne rentrent pas directement dans ce que tu proposes, etc. etc. Et en fait, tu as beaucoup de sollicitations. Et l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de penser que chacune de ces sollicitations est une opportunité qui va leur rapporter de l'argent. La réalité, c'est qu'en fait, c'est l'inverse. C'est le fait de dire non à ces opportunités qui permet d'apporter de l'argent. Moi, mon conseil là-dessus, c'est tout ce qui ne sert pas directement ton objectif premier, c'est-à-dire développer ton business, eh bien ça sert à rien. Donc tout ce qui est événements, network, conférences, salons, tout ça, honnêtement, je pense que ça vaut vraiment pas le coup de passer du temps dessus. Peut-être plus tard, quand tu auras déjà des personnes qui font tourner la boîte à ta place. Et je sais qu'on peut se dire, ouais, mais pour le personal branding, c'est bien, etc. Et ben, je pense que c'est faux. Moi, pendant 2 ans, j'ai refusé absolument toutes les invitations. Et encore aujourd'hui, je suis extrêmement sélectif sur les invitations que j'accepte, particulièrement si je vois pas un ROI direct pour ma boîte. Alors, il y a un risque que les gens te trouvent pas sympathique, mais en fait, la réalité, c'est que quand tu fais du business, t'es pas là pour être sympa. T'es là pour faire en sorte que ta boîte, elle fonctionne. Donc, t'es pas obligé d'être méchant, mais moi, ce que je fais, c'est que je réponds à toutes les personnes qui m'invitent ou qui me sollicitent ou qui me proposent d'aller faire un truc. Je leur dis, bah, écoutez, j'aurais beaucoup aimé, mais là, sur les 3 prochains mois, ça va être extrêmement compliqué parce que j'ai beaucoup de travail, donc je préfère me focaliser sur le développement de ma boîte et on peut se reparler dans 3, 6, 9, 12 mois ou jamais si je considère qu'il n'y a pas de synergie. Et en fait, les gens se braquent pas parce que tu leur as répondu, ils comprennent et c'est toujours mieux que de laisser un vu. Et toujours dans cette veine de cut the noise, c'est un peu extrême mais moi je le recommande, c'est aussi de se couper de beaucoup de distractions qui peuvent te dévier et te faire perdre du temps quotidiennement. Typiquement, les notifications sur le téléphone. Moi, quelque chose que j'ai enlevé depuis il y a maintenant 2 ans, c'est toutes les notifs. Je reçois aucun message sur WhatsApp, Messenger, Insta, les news, Uber, etc. Tout ça, ça ne passe plus sur mon téléphone. J'ai que les appels et les SMS pour certaines personnes, et je me mets en mode ne pas déranger la plupart du temps. Et ce que ça fait, c'est que j'ai moins cette tentation de quand j'ai une sollicitation d'aller sur mon téléphone et de passer 10 minutes dessus alors que je suis en train de faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que j'y vais pas, mais ça veut dire que je choisis le moment quand j'y vais. Ça pareil, ça me fait gagner un temps fou que je peux mettre sur le développement de ma boîte. 10e conseil, demande du feedback. Alors s'il y a bien un truc qu'il faut faire, particulièrement quand on se lance, la première année, c'est de parler à absolument tout le monde. Il faut parler à tes nouveaux clients, il faut demander pourquoi ils ont signé avec toi, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans ta présentation, pourquoi ils t'ont choisi toi et pas un autre. Si tu leur demandes une note et qu'ils disent 9 sur 10, qu'est-ce qui aurait pu faire que ce soit un 10 sur 10, etc. etc. S'il y a des personnes qui ne signent pas chez toi, pareil, il faut leur demander pourquoi ils n'ont pas signé chez toi. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment, qu'est-ce qui te conseillerait d'améliorer, sur quoi il faut absolument que tu changes rien parce que c'était très bien, etc., etc. Avec tes clients existants, il faut que tu leur parles régulièrement, il faut que tu leur demandes pourquoi ils sont contents, sur quoi ils sont frustrés, comment tu peux t'améliorer. Et pareil sur tes clients qui churn, il faut leur demander pourquoi ils partent, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour mieux anticiper,
etc., etc. Généralement, ça coûte pas grand-chose d'aller chercher du feedback. C'est 5 ou 10 minutes de call grand maximum. Et c'est une véritable mine d'or que tu peux exploiter pour améliorer ton offre, ton service et plus globalement ta boîte. Conseil que je donne, c'est que toutes ces informations que tu récupères, il faut le partager le plus rapidement possible à toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin au cycle de vente et au cycle de delivery pour que eux aussi l'intègrent dans leur manière de fonctionner et que tout le monde bénéficie de ces apprentissages. Et enfin, 11e conseil, bonus, il n'était pas prévu celui-là, mais je le partage quand même, c'est bombarde. Alors je sais que ça peut paraître cliché, mais honnêtement je pense que c'est probablement le plus important de tous, du moins c'est celui qui a fait toute la différence pour moi. On peut dire ce qu'on veut, il y a une réalité, c'est que si tu bosses 2 fois plus que les autres, et bah tu iras 2 fois plus vite que les autres. Et en agence, vu que la plupart du temps c'est bootstrap, donc tu es autofinancé, eh bien tu as une prime à ceux qui vont très vite. Pourquoi? Parce que ce que tu veux, c'est sortir le plus vite possible de cette phase où tu es moins de 10 personnes, qui correspond peu ou prou à 1 million d'euros de CA, parce que c'est là où tu peux commencer à recruter des gens pour faire ton taf à ta place. Et donc nous, dès qu'on a passé cette barre des 10 personnes, on s'est dit, ok, on a suffisamment de trésorerie, on a suffisamment de chiffre d'affaires et de clients qui rentrent, on va pouvoir investir dans des RH, dans de la finance, etc., etc. Ce qui nous a permis de passer un cap, puis un autre, et d'en être où on en est aujourd'hui. Donc il y a des agences pour qui ça prend 3 ans, voire 5 ans de passer de 0 à 1 million. Et il y en a d'autres pour qui ça prend 6, 9, 12 mois. Moi, ce que je pense, c'est que si tu es déterminé et que tu es prêt à envoyer du 60, 70, 80, 90 heures semaine pendant une courte période de temps, eh bien tu peux aller extrêmement vite et tu peux très très vite sortir de cette phase-là pour ensuite te concentrer sur de la croissance pas moins rapide, mais qui ne dépend pas que de toi. Donc la question, si tu dois arracher un pansement, c'est est-ce que tu veux le faire petit à petit ou est-ce que tu préfères l'arracher d'un coup sec? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile et que tu as apprécié le petit setup cheminée. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner. Et bien sûr, si tu as d'autres questions sur le développement d'une agence ou sur l'entrepreneuriat de manière générale, eh bien n'hésite pas à les poser en commentaire et je ferai mon maximum pour t'y répondre. Je te garantis pas d'avoir des réponses qui sont exactes pour tout, mais à minima, je ferai l'effort de partager mon retour d'expérience. Je te remercie d'être resté jusque là. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Étienne. Ciao.